Bonjour à tous. Je suis Nadine Hofmeister, psychologue clinicienne à la JD, et je vais vous parler aujourd'hui des troubles du comportement alimentaire dans le cadre d'un diabète de type 1. Cette réflexion est partie des consultations que je suis amenée à faire, notamment pendant les séjours à JD auprès d'adolescents ayant un diabète de type 1. À la fin de cette présentation, nous pourrons nous retrouver en live en compagnie de Manon Lebig, directrice d'animation et animatrice et membre du conseil JAD, qui pourra nous apporter son expérience et son témoignage auprès des enfants et adolescents pendant les séjours. Et je pourrai également répondre à vos questions. Dans notre société, la mode, les réseaux sociaux et la publicité jouent un rôle important dans notre rapport à l'alimentation. Manger sainement, contrôler son poids, sont autant d'injonctions qui peuvent influencer notre relation avec la nourriture. Le diabète de type 1 est une maladie chronique qui met l'alimentation au centre des préoccupations des jeunes et de leurs familles. En effet, les personnes qui vivent avec le DT1 doivent constamment calculer les glucides contenus dans leurs repas pour administrer de l'insuline en conséquence. En plus du calcul des glucides, ces personnes peuvent également être confrontées à des situations où elles sont obligées de manger pour maintenir leur taux de sucre dans les cibles, ou encore à recevoir des commentaires stigmatisants en lien avec l'alimentation. « Tu ne devrais pas manger ça ». Cette grande attention portée sur l'alimentation peut parfois amener la personne à perdre de vue l'équilibre alimentaire, le plaisir de manger, les signaux de faim et de rassasiement, et ainsi complexifier la relation avec l'alimentation. L'alimentation peut ainsi devenir véritablement une source d'anxiété et se transformer en obsession et parfois aboutir à ce qu'on appelle un trouble du comportement alimentaire ou TCA. Tous les TCA, avec ou sans rapport avec le diabète de type 1, ont pour dénominateur commun un envahissement psychique lié à une focalisation extrême d'ordre alimentaire et le besoin inassouvi de maîtrise du poids et de la silhouette. L'origine d'un TCA est multifactorielle et singulière. C'est avant tout le symptôme d'une souffrance psychique. Les troubles du comportement alimentaire concernent environ 600 000 adolescents et jeunes adultes, entre 12 et 35 ans, dont 90% de jeunes filles ou jeunes femmes. La prévalence en population générale est de 0,9 à 1,5% chez les femmes et de 0,2 à 0,3% chez les hommes. L'anorexie mentale et la boulimie sont les principaux troubles des conduites alimentaires caractérisés à l'adolescence, auxquels on peut ajouter l'hyperphagie boulimique. Ils sont très liés à la problématique de l'adolescence, puisqu'ils débutent souvent à cet âge-là. Mon propos d'aujourd'hui n'est pas de parler des TCA en général, mais bien des TCA dans le cadre d'un diabète de type 1. Donc je ne vais pas entrer dans les détails de ce tableau. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour parler ou pour diagnostiquer un TCA, il faut que tous les critères qui sont listés sur ce tableau du DCM, qui est l'ouvrage de référence pour les diagnostics des troubles psychiques, soient présents. Un des critères sera par exemple la durée des troubles et leur fréquence, en ce qui concerne les crises de boulimie par exemple. De plus en plus d'articles scientifiques d'équipes de diabétologie s'appuient sur des études qui montrent que la prévalence des troubles des conduites alimentaires chez les jeunes qui ont un diabète de type 1 est élevée, et même plus élevée que celle de la population générale. Et elle concerne majoritairement les jeunes filles. Cependant, les adolescents et les jeunes adultes ne présentent souvent pas une forme classique des TCA, qui sont l'anorexie et la boulimie. Leur dépistage n'est ainsi pas aisé. La difficulté réside souvent dans le fait que les TCA, lorsqu'ils surviennent dans un contexte de diabète de type 1, prennent une forme atypique,
masqués derrière les nuances et les difficultés de la gestion quotidienne de la maladie. Pour comprendre l'intrication entre le diabète de type 1 et les troubles du comportement alimentaire, il faut commencer par interroger la place de l'alimentation dans le diabète de type 1. Au moment de l'annonce, toute la famille arrive à l'hôpital avec ses habitudes, ses représentations et ses traditions alimentaires, mais aussi parfois avec des conflits et inquiétudes déjà existants autour de l'alimentation. À l'hôpital, les enfants reçoivent des plateaux repas préparés suivant un protocole mis en place par des diététiciens et qui sont parfois éloignés des us et coutumes de la famille. Quand vient le moment du retour à la maison, la famille peut être confrontée à l'angoisse de cet écart entre les plateaux de l'hôpital et leurs habitudes alimentaires. Cela peut être vécu d'autant plus difficilement qu'à l'hôpital, les familles peuvent entendre des phrases comme « Tu vas pouvoir manger normalement ». Oui, mais il va falloir évaluer les glucides. Ou encore régime équilibré, ou attention quand même à tel ou tel aliment. Avec ces discours parfois équivoques ou à l'inverse injonctifs, l'alimentation peut devenir une véritable source d'angoisse. L'association nourriture égale piqûre provoque forcément un changement quant à la place de l'alimentation. Elle peut être considérée comme un médicament qui fait partie intégrante du traitement. Le diabète de type 1 induit une nouvelle attention vis-à-vis de l'alimentation. Elle devient associée à des opérations mathématiques, des mesures, la nécessité d'une certaine maîtrise ou une logique de calcul. Tout cela peut dans un premier temps faire vivre aux parents, mais aussi à l'enfant, une sorte de régression vers un stade antérieur de leur relation à leur enfant. Les parents comparent d'ailleurs souvent leur retour à la maison après l'annonce du DT1 à celui du retour à la maison après la naissance de leur bébé. En effet, non seulement une fois le diagnostic de diabète posé, l'enfant redevient dépendant à ses parents, alors même qu'il commençait à s'autonomiser et à s'individualiser. Mais les parents peuvent revivre des sentiments d'insécurité que l'on peut connaître avec un nourrisson dont on doit s'occuper. La problématique qui peut alors émerger est celle de la maîtrise, du contrôle. D'autant plus que l'alimentation peut devenir le seul élément mesurable, donc contrôlable. D'un côté, les parents peuvent, au travers de l'alimentation, être tentés d'exercer un certain contrôle face à la maladie, devant laquelle ils se sentent impuissants. Et de l'autre, l'enfant ou l'adolescent peut manifester une opposition, un refus de se soumettre à ce qu'il peut vivre comme des injonctions. Il est évident que plus les parents se sentent eux-mêmes soumis à des injonctions, des recommandations normatives quant à l'alimentation de leur enfant ayant un diabète, plus la scène alimentaire peut devenir un lieu de remise en cause de l'autorité et des règles admises. La notion d'orthorexie peut être intéressante à considérer pour illustrer comment le rapport à la nourriture peut devenir problématique dans le cadre d'un diabète de type 1. Le mot orthorexie vient du grec orthos, qui veut dire droit, et orexis, qui veut dire appétit ou alimentation, et désigne donc le fait de manger droit, c'est-à-dire sainement. L'orthorexie en tant que trouble se caractérise par l'obsession de l'alimentation saine. Le mangeur orthorexique contrôle tout, vérifie tout, s'inquiète de tout. Il lit les étiquettes, les décrypte, les passe à la moulinette, il regarde, il compare, il pèse et sous-pèse. C'est un trouble qui pousse une personne à s'attacher de manière obsessionnelle à la qualité des aliments qu'il absorbe. L'orthorexie n'est pas tout à fait considérée comme un trouble de la conduite alimentaire au sens pathologique. Il y a évidemment des degrés dans le comportement orthorexique. Cela va de la préoccupation de la qualité des aliments que l'on ingère à une véritable obsession
qui peut aller jusqu'à la peur de l'empoisonnement. Le diabète de type 1 induit une certaine orthorexie dans la mesure où il faut connaître la qualité nutritionnelle des aliments, plus précisément leur contenu et leur index glycémique, pour pouvoir suivre son traitement, c'est-à-dire s'injecter la bonne quantité d'insuline. Le diabète de type 1 induit donc, par son traitement, un rapport à l'alimentation qui nécessite une attention particulière, des calculs, des apprentissages, des connaissances nutritionnelles. C'est dans ce sens que l'on peut dire que le diabète de type 1 induit un comportement orthorexique à l'alimentation nécessaire à son traitement. Mais tout comme l'orthorexie hors diabète, il y a des degrés dans les comportements orthorexiques dans le cadre d'un diabète de type 1. Si un contrôle strict est légitime et normal après l'annonce du diagnostic, peser les aliments par exemple, ou reproduction des menus de l'hôpital, il existe un risque de glissement vers un contrôle excessif qui se traduirait par exemple par une classification des aliments en bons et mauvais, et ainsi créer des préoccupations anxieuses autour de l'alimentation, mais aussi engendrer de la culpabilité face à des aliments considérés mauvais. La présence de ce contrôle excessif sur la nourriture peut être une tentative de neutraliser le sentiment de perte de contrôle intérieur ou le sentiment d'impuissance des parents, et mettre en évidence une difficulté dans le cheminement d'appropriation de la maladie et de son traitement. S'approprier, s'adapter à cette maladie chronique qu'est le diabète de type 1, c'est avant tout faire face aux contraintes du traitement. Or, le traitement induit un bouleversement du rapport à l'alimentation. Il s'agit d'apprivoiser un nouveau rapport à l'alimentation qui passe par une forme d'orthorexie nécessaire. Canguilhem parle de nouvelle allure de la vie pour parler de la maladie. Le diabète implique également une nouvelle allure de l'alimentation. Pour accompagner cette appropriation de ce nouveau rapport à l'alimentation, cela implique également que les équipes médicales ne se dérobent pas au moment de l'annonce, en évitant par exemple de dire « rien ne va changer, vous allez pouvoir vivre et manger comme avant ». Il est ainsi important et souvent intéressant d'interroger ce rapport à la nourriture, à la fois chez les parents et chez les enfants ou les adolescents, pour pouvoir évaluer le degré d'envahissement d'un comportement orthorexique qui peut parfois aboutir à un véritable trouble du rapport à l'alimentation et ainsi entraver le processus d'appropriation de la maladie. Dans le difficile processus d'appropriation de la maladie, des comportements de contrôle excessif ou à l'inverse, de perte de contrôle peuvent émerger. En effet, le diabète de type 1 fait intrusion dans le corps, peut conduire à un excès de contrôle de ce corps dont on peut se sentir dépossédé. Si on y ajoute les préoccupations corporelles de l'adolescence, cela peut aboutir à l'émergence d'un trouble du comportement alimentaire. Pour qualifier un trouble du comportement alimentaire associé à un diabète de type 1, il faut la présence d'au moins un symptôme en lien avec l'alimentation et le contrôle du poids. Restriction alimentaire, vomissement, utilisation de laxatifs ou diurétiques, période de jeûne, activité physique excessive, excès alimentaire après hypoglycémie, mais surtout, le plus fréquemment, instrumentalisation de l'insulinothérapie au bénéfice du contrôle du poids. Ainsi, la particularité de la plupart des TCA dans le cadre d'un diabète de type 1 est l'interdépendance et l'intrication des deux maladies. Pour décrire un des troubles du comportement alimentaire spécifiques aux personnes vivant avec un diabète de type 1, le terme diaboulimie, contraction de diabète et boulimie, a été créé. Il s'agit d'une interaction entre les symptômes de boulimie et le diabète. Présence de crise de boulimie avec omission volontaire d'insuline.
L'omission volontaire d'insuline et ou sous-dosage après prise alimentaire est une conduite compensatrice purgative qui vise à atteindre une hyperglycémie associée à une glycosurie et aboutir à une perte de poids. Les conséquences sont évidemment très graves dans la mesure où les complications liées à l'hyperglycémie surviennent très vite. Il s'agit d'une combinaison destructrice et complexe qui est très difficile à déceler, car il y a souvent une dissimulation des troubles alimentaires et une focalisation sur le déséquilibre glycémique de la part des équipes de diabétologie. Il est rare qu'une personne parle spontanément de ses difficultés avec l'alimentation, car ce sont souvent des comportements que l'on vit en cachette, à l'abri des regards, et qui plongent souvent la personne dans un grand sentiment de culpabilité, voire de honte. Il est donc essentiel de repérer les éléments évocateurs d'un TCA, car les personnes souffrant d'un DT1 et d'un TCA sont aux prises avec une souffrance profonde et souvent silencieuse. Toute la complexité de la prise en charge réside dans le fait que d'une part guérir d'un TCA est un processus long et difficile, et que d'autre part, on ne guérit pas le diabète de type 1 et qu'il faudra apprendre à vivre avec. L'apparition d'un TCA est avant tout le signe d'une grande souffrance psychique. Mais dans le cadre d'un DT1, l'origine de cette souffrance peut être en lien avec la difficulté d'appropriation de la maladie chronique et de son traitement. Le traitement du diabète de type 1 peut effectivement provoquer un sentiment de perte de contrôle de son alimentation, mais aussi de son corps. Et le trouble alimentaire peut être dans un premier temps une tentative de reprendre le contrôle de son corps. Mais cette illusion de maîtrise devient rapidement un cercle vicieux de dépendance et de perte de contrôle. Les prédispositions que l'on peut aisément repérer dans la vie avec un diabète sont multiples. D'une manière générale, quand on a un diabète de type 1, on fait attention à ce que l'on mange, en quelle quantité, et on surveille son poids. Cela peut engendrer une forme d'orthorexie, évoquée plus haut, qui peut entraîner des idées fausses et rigides sur ce qui est bon ou mauvais, et entraîner des restrictions alimentaires. Les recommandations nutritionnelles dans le cadre du traitement d'un DT1 peuvent aussi engendrer l'idée fausse qu'il faut se priver et renoncer à certains aliments, en général ceux que les adolescents aiment le plus. Cela peut faire apparaître un grand sentiment de frustration et provoquer des comportements de compensation, appelés rage alimentaire, suivis d'un grand sentiment de culpabilité et de honte de ne pas être à la hauteur. En somme, la volonté de contrôler son diabète de type 1 contribue parfois au développement d'une forme délétère de perfectionnisme qui va rendre le moindre écart intolérable et finit par provoquer un sentiment de dépréciation, d'échec et d'impuissance. Il faut rajouter à tout cela l'idée selon laquelle l'insuline fait grossir. Ainsi, interroger la représentation des effets de l'insuline peut être utile. La situation d'hypoglycémie est également une particularité du diabète de type 1 et elle peut provoquer parfois des comportements problématiques avec la nourriture. La sensation de perte de contrôle qu'induit une hypoglycémie, qui peut en effet entraîner une véritable peur de l'hypoglycémie, qui aura comme conséquence un évitement de l'hypo en sous-dosant l'insuline par exemple. Mais la situation de perte de contrôle peut également concerner le resucrage, nécessaire en cas d'hypo, qui peut entraîner des hyperphagies et renforcer parfois l'évitement de l'hypo pour éviter cette perte de contrôle ou éviter l'absorption de sucre. Parfois, l'hypoglycémie peut ainsi faire vivre cette sensation désagréable de devoir se forcer à manger. On entend souvent des enfants parler de leur dégoût du sucre en morceaux, par exemple, ce qui peut entraver la notion de plaisir alimentaire, mais aussi rendre plus compliquée la perception des signaux de faim. De plus,
Après une longue période en hyperglycémie, quand on reprend progressivement de l'insuline, la baisse de la glycémie peut causer des symptômes de fausse hypo qu'il faut endurer sans se resucrer. En somme, il est aisé de percevoir les différents cercles vicieux auxquels les enfants et adolescents vivant avec un diabète de type 1 peuvent être confrontés et qui peuvent avoir une répercussion sur leur rapport à l'alimentation et à leur corps. S'il peut paraître important d'avoir en tête la possibilité d'un TCA face à un déséquilibre glycémique inexpliqué, il ne s'agit évidemment pas de la seule cause possible. De plus, les préoccupations alimentaires et corporelles étant fréquentes chez les adolescents, il convient de tenir compte du degré d'envahissement psychique qui en résulte. La prise en charge d'un TCA dans le cadre d'un DT1 nécessite un accompagnement pluridisciplinaire. Chez les adolescents, l'objectif thérapeutique sera une restauration de l'image narcissique mise à mal par le TCA et un accompagnement dans le difficile chemin d'appropriation de la maladie chronique, et aussi l'intériorisation psychique des contraintes liées au traitement. La maladie, le traitement, la dépendance aux autres peuvent ainsi provoquer des conflits psychiques tels que l'adolescent va tenter de résoudre ce mal-être en sombrant dans un TCA par exemple. Philippe Jamet, dans son article « Se détruire pour exister », insiste sur l'idée que l'adolescent qui présente un comportement autodestructeur ne le choisit pas. On ne choisit pas d'aller mal, ni de se faire du mal. Ce n'est pas un choix, mais une contrainte face à une souffrance interne ou un sentiment de frustration insupportable. Ils peuvent en arriver à une dépréciation, une détestation d'eux-mêmes, à une perte de confiance en leurs capacités. Sortir de l'impasse passe alors par les autres. Cette dépendance aux autres peut être difficile à admettre pour un adolescent. Il s'agit donc de trouver la bonne distance relationnelle, le fameux ni trop près, ni trop loin. C'est par l'écoute, le dialogue et une prise en charge bienveillante que l'on peut aider l'adolescent à découvrir par lui-même que le traitement de son diabète ne constitue plus le problème, mais la solution. Je vous remercie pour votre attention et à tout de suite dans le live avec Manon Le Big.